Dieu! Jetez du lest! Voilà le dernier sac vidé! Le ballon se relève-t-il? Non! J'entends comme un clapotement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Dehors! Tout ce qui pèse, tout! Et à la grâce de Dieu! Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars 1865. Ainsi commence le roman de Jules Verne, L'île mystérieuse. Des naufragés de l'air, pris depuis plusieurs jours dans une tempête épouvantable, à bord d'un ballon qui tombe de plus en plus. In extremis, ces 5 passagers et un chien arrivent à atteindre le bord d'une terre inconnue. Mais l'un d'eux manque, l'ingénieur Cyrus Smith. Il est tombé dans l'océan avant que le ballon ne s'échoue. Nos rescapés crient, hurlent, appellent. Mais seul le fracas des vagues se fait entendre. Tout espoir de retrouver vivant Cyrus Smith s'éloigne progressivement. Nab, son serviteur noir, est totalement effondré par la perte de celui qui représente ce qui lui est le plus cher au monde, Cyrus Smith. Un ingénieur au courage personnifié. Il a été de toutes les batailles de cette guerre de sécession qui ravage alors l'Amérique. Et cet homme d'action a consacré toute son énergie et ses talents pour permettre aux nordistes de gagner. Pris au piège dans la ville sudiste de Richmond, il réussit à s'évader à l'aide d'un ballon en compagnie de Nab et de 3 compagnons. Le journaliste Gédéon Spilett, le marin Pencroff et un jeune garçon de 15 ans, Harbert. Très vite, notre petite équipe considère Cyrus Smith comme leur chef naturel. Sa perte est donc vécue d'autant plus douloureusement. Mais contre toute attente, nos rescapés retrouvent l'ingénieur, soigneusement allongé dans une grotte. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Par quelle mystérieuse intervention aurait-il pu être ainsi secouru? Très vite, les naufragés comprennent qu'ils ont atterri sur une île qu'ils baptisent Lincoln en hommage au président des États-Unis. Déterminer approximativement sa position géographique est pour l'ingénieur un jeu d'enfant en comparant l'heure affichée sur sa montre, réglée sur le méridien de Washington, à l'heure du midi déterminée grâce à un cadran solaire improvisé. Ils comprennent alors qu'ils sont perdus dans l'océan Pacifique Sud, sur une île dominée par un volcan apparemment paisible, loin de toute terre et des routes maritimes commerciales, près du 37e parallèle sud. Ils ont tout perdu, hormis leurs vêtements et 2 montres. Grâce au savoir encyclopédique de l'ingénieur Cyrus Smith, nos héros vont utiliser toutes les ressources naturelles de cette île pour subvenir à leurs besoins. Dans une lettre à son éditeur, Jules Verne affirme d'ailleurs « Je passe mon temps avec des professeurs de chimie et dans des fabriques de produits chimiques où j'attrape sur mes habits des taches que je vous porterai en compte, car l'île mystérieuse sera un roman chimique. » Jules Verne dira de ses héros qu'ils sont les Robinson de la science. Fabrication d'armes, composées d'arcs et de flèches, poterie, construction d'un four pour forger les outils nécessaires, notamment pour les travaux agricoles, fabrication d'un café à base de sureau, etc. L'un des grands moments sera la création d'une réserve de nitroglycérine, un explosif hyper puissant dont l'utilisation permettra de faire exploser une masse rocheuse et ainsi de mettre en place une habitation confortable et sécurisée au sein d'une grotte dans une falaise surplombant une plage. Progressivement, grâce à la science de l'ingénieur, ils se donnent ainsi tout le confort nécessaire à leur logement qu'ils baptisent Granite House. Ils peuvent donc survivre au terrible hiver avec ces tempêtes de neige, confortablement installés dans le salon chauffé par une cheminée. Enfin, les froids cessèrent, permettant à nos Robinson de reprendre la chasse. C'est alors qu'un événement extraordinaire se produit. Alors même qu'ils dégustent un pécari,
un délicieux cochon sauvage tué à l'arc par Pencroff, celui-ci pousse soudain un juron. « Qu'y a-t-il » demanda Cyrus Smith. « Il y a que je viens de me casser une dent » répondit le marin. « Ah ça, il y a donc des cailloux dans vos pécaris » dit Gédéon Spilett. Ce n'était point un caillou, c'était un grain de plomb. Ce simple grain de plomb change tout. Cette île, qu'il croyait déserte, serait donc habitée. Mais qui avait donc pu se servir d'une arme à feu? Il apparaît de plus en plus évident qu'il y a sur cette île un être mystérieux. Mais Cyrus Smith a eu beau explorer l'une des entrées de la grotte permettant de descendre dans les profondeurs de la Terre, il ne découvre rien. Mais cet être mystérieux ne semble leur vouloir apporter que du bien. La découverte d'une caisse remplie d'objets, d'outils, d'armes à feu et de livres apporte notamment à nos naufragés une aide aussi précieuse qu'inattendue. Nos héros se mettent à la construction d'un robuste bateau qui doit au moins leur permettre de faire le tour de l'île. Or, durant l'une des premières navigations, quelle n'est pas la surprise du jeune garçon Harbert de remarquer, flottant sur l'eau, une bouteille. Une bouteille à la mer contenant un message d'appel au secours d'un naufragé réfugié sur l'île Tabor, un îlot situé à 2 jours de navigation de l'île Lincoln. 3 de nos Robinson partent alors au secours de ce naufragé sur cette île Tabor. Ils y découvrent un être devenu totalement sauvage, ayant perdu tout lien avec la civilisation. Il semble avoir perdu le langage, et pourtant, l'expression de son visage traduit une douleur immense. Très progressivement, cet inconnu va redevenir un homme, comme le dit Cyrus Smith, en retrouvant petit à petit le sens des mots et des phrases. Parfois, un long soupir s'échappe de sa poitrine. Il semble encore cacher en lui une histoire terrible. Un événement provoque un véritable électrochoc. Alors que le jeune garçon Harbert est dans la forêt, celui-ci est soudain attaqué par un terrible jaguar. Miraculeusement, l'inconnu qui se trouvait alors non loin se jette sur le formidable animal et arrive à le tuer dans une lutte terrible et incertaine. Quelques jours après cet incident, l'abandonné de l'île Tabor révélera son histoire. Peut-être l'avez-vous reconnu. Cet homme est Ayrton, ce personnage terrible rencontré dans l'aventure des enfants du capitaine Grant et qui s'était révélé un dangereux malfaiteur. À sa demande, celui-ci avait été abandonné sur une île avec la promesse de Lord Glenarvan de revenir le chercher un jour. C'était donc Ayrton qui, abandonné à lui-même durant des années, s'était repenti, prenant honte de ses crimes et n'ayant plus qu'une idée, redevenir digne de retourner parmi les hommes. Après le récit de son histoire par Ayrton, Cyrus Smith prit la parole. « Ayrton, vous êtes pardonné. Et maintenant, voulez-vous être notre compagnon ?» Ayrton s'était reculé. « Voici ma main !» dit l'ingénieur. Ayrton se précipita sur cette main que lui tendait Cyrus Smith et de grosses larmes coulèrent de ses yeux. Mais lorsque Cyrus Smith, enfin, lui demanda pourquoi il avait écrit ce message d'appel au secours qu'ils avaient trouvé dans la bouteille à la mer, Ayrton, surpris, affirma « Je n'ai jamais jeté de document à la mer. »« Jamais ?» s'écria Pencroff. « Jamais. » Ayrton se révélera être un compagnon exceptionnel, prêt à sacrifier sa vie pour ses libérateurs, notamment lors de l'attaque de l'île par des pirates. Un combat terrible, durant lequel, au moment où le sort de nos Robinson est fortement menacé, une explosion extraordinaire foudroie instantanément le navire ennemi. Cyrus Smith, très intrigué par ce dénouement,
fait de nombreuses recherches dans la carcasse du bateau pirate pour en comprendre les causes. Quelle n'est pas sa surprise d'y découvrir les restes d'une torpille. Plus tard, alors que le jeune Harbert, malade depuis plusieurs jours et désormais mourant, la découverte sur sa table de nuit d'une boîte pharmaceutique de sulfate de quinine mystérieusement disposée là permettra de le sauver. Le doute n'est plus permis. Il existe sur cette île un être doté d'une puissance fantastique. Mais un être généreux qui, tout en restant incognito, semble ne vouloir apporter que protection à nos Robinson. Mais nous n'aurons la clé de cette énigme que bien tardivement. Après d'autres interventions tout aussi mystérieuses et bien des recherches, nos héros, sur les indications d'une étrange communication, vont s'engouffrer dans les souterrains de l'île qui plonge sous le volcan qui la domine. Et c'est alors qu'au sein d'une caverne gigantesque, ils découvrent un objet long et fusiforme, le fameux sous-marin, le Nautilus, du capitaine Nemo. Agonisant, désormais seul, il est piégé avec son fantastique engin dans les entrailles de l'île mystérieuse. Ce roman de Jules Verne s'avère ainsi être non seulement la suite et la conclusion des Enfants du Capitaine Grant, mais également et surtout de 20 000 lieues sous les mers. En effet, le capitaine Nemo, mourant, révèle à nos Robinson sa véritable identité et les secrets de son histoire horriblement tourmentée. Quant aux derniers mots de Nemo, l'éditeur Pierre-Jules Hetzel ne voulut voir rédiger que Dieu et patrie, alors que Jules Verne avait écrit Indépendance. Mais nos héros parviendront-ils à s'échapper de l'île mystérieuse sur laquelle ils ont magnifiquement survécu durant 4 années grâce à la science de l'ingénieur Cyrus Smith et aux interventions mystérieuses du capitaine Nemo? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même au cours de quels tumultueux événements s'achève cette fantastique aventure.